Bonjour tout le monde. Après avoir vu comment préparer sa question et comment se comporter à l'oral, les liens des vidéos sont dans la description, nous allons illustrer, pour cette dernière vidéo, les conseils donnés précédemment par le traitement de la question suivante. Comment calcule-t-on l'efficacité des tests antigéniques de détection du Covid-19 ? Allez, c'est parti. Cette année scolaire a encore été éprouvante pour nous les élèves et pour vous les professeurs. Même si nous n'avons pas eu à subir de confinement strict, nous avons dû néanmoins nous soumettre régulièrement à des tests pour détecter la présence ou non de Covid-19. Nous avons notamment dû subir des tests antigéniques. Une polémique a eu lieu les concernant durant l'hiver, remettant en cause leur efficacité. D'où la question que je vais traiter avec vous aujourd'hui. Comment mesure-t-on l'efficacité des tests antigéniques de Covid-19 ? Nous verrons dans une première partie comment fonctionnent ces tests, puis nous étudierons deux outils de probabilité qui permettent de mesurer leur efficacité. Et nous utiliserons les données issues de la Haute Autorité de Santé pour déterminer si les tests antigéniques sont efficaces ou non. Vous pouvez voir sur le support que je vous ai remis un schéma qui récapitule le fonctionnement du test. Dans un premier temps, le prélèvement nasal du patient est placé dans la zone de l'échantillon. Ce prélèvement va entrer en contact avec la membrane poreuse et va remonter le long de celle-ci par capillarité. L'échantillon va tout d'abord rencontrer la zone du conjugué qui permet de valider le fait que le test s'est bien déroulé. Cette zone va réagir que le patient soit malade ou pas. L'échantillon traverse également une zone qui, elle, ne réagit qu'avec les anticorps du virus. À la fin du test, si la personne est malade, 2 barres s'affichent. Sinon, une seule barre s'affiche pour indiquer que le test a quand même fonctionné. Mais la question que l'on peut se poser est la suivante. Est-on vraiment malade si le test est positif ? Et si ce n'est pas le cas, peut-on remettre en doute l'efficacité du test ? Il faut d'emblée dire qu'il ne faut surtout pas se fier à son expérience personnelle. L'efficacité d'un test se mesure sur un échantillon de plusieurs personnes. Un cas particulier ne fait pas foi. Concrètement, on prend un échantillon de N tests réalisés. On sépare les résultats obtenus en 4 catégories. Les vrais positifs, notés VP, ce sont les malades qui ont un test positif. Les faux positifs, notés FP, ce sont les non-malades avec un test positif. Les vrais négatifs, ce sont les non-malades avec un test négatif. Et enfin, les faux négatifs, ce sont les malades avec un test négatif. Une fois les résultats de l'échantillon classés selon ces 4 catégories, on peut calculer la sensibilité et la spécificité du test diagnostique. La sensibilité, c'est la probabilité d'avoir un test positif sachant que l'on est malade. La spécificité, c'est la probabilité d'avoir un test négatif sachant que l'on n'est pas malade. Vous pouvez voir sur le support les formules qui permettent de calculer ces deux paramètres. Le calcul se fait grâce aux probabilités conditionnelles. Plus ces valeurs sont proches de 1, et plus le test est considéré comme efficace. Néanmoins, les deux paramètres varient en sens inverse. Il est donc difficile d'avoir de bonnes valeurs pour les deux en même temps. On privilégie l'un ou l'autre selon l'objectif du test. Si on souhaite utiliser le test comme moyen de dépistage, dans ce cas-là, on cherchera à privilégier la sensibilité. Si on souhaite confirmer un diagnostic, on souhaitera plutôt avoir une bonne spécificité. En utilisant les données de la Haute Autorité de Santé, j'ai donc calculé la spécificité et la sensibilité des tests antigéniques.
et j'ai trouvé une sensibilité de 0,64 et une spécificité de 0,99. Vous pouvez voir sur le support le détail du calcul. Le but du test étant le dépistage, il vaut mieux avoir une bonne sensibilité. On peut donc considérer que ces tests sont peu efficaces étant donné la faible valeur de la sensibilité. Pour conclure, en utilisant la sensibilité et la spécificité du test, on peut douter de son efficacité comme outil de dépistage. De plus, son utilisation, qui peut être réalisée par le patient lui-même, va encore une fois diminuer cette baisse d'efficacité. En effet, le patient peut se tromper sur la lecture ou se tromper sur le prélèvement. On aurait pu également, lors de cette présentation, parler des valeurs prédictives, mais leur intérêt est moindre lorsque l'on cherche à déterminer l'efficacité d'un test. Il y a deux valeurs prédictives. La valeur prédictive positive, c'est-à-dire la probabilité d'être malade sachant que le test est positif. Il y a aussi la valeur prédictive négative qui correspond à la probabilité que l'individu ne soit pas malade sachant que son test est négatif. Elles sont moins pertinentes car elles dépendent plus de la prévalence de la maladie à un instant T donné. Par contre, elles sont utiles en situation diagnostique pour déterminer si le patient est malade ou non. Là encore, elles doivent être le plus proche possible de 1. En général, on utilise d'autres tests en complément, dont notamment ce que l'on appelle un test de référence. Dans le cas du Covid-19, le test de référence est le test PCR. Et c'est donc lui qui va nous permettre, avec un ensemble d'autres paramètres physiques, de déterminer si le patient est malade ou pas. Le sujet peut convenir à un étudiant souhaitant devenir pharmacien, par exemple. Pour devenir pharmacien, il faut valider le diplôme de docteur en pharmacie qui se valide en 6 ou 9 ans. Pour ce faire, il faut s'orienter vers une filière PASS ou LAS. À l'issue de la première année, il faut réussir un concours qui permet d'accéder à la deuxième année. En deuxième et troisième année, c'est un enseignement de tronc commun. Puis, en quatrième et sixième année, les élèves apprentis pharmaciens se spécialisent. La sixième année est la dernière année pour les élèves qui souhaitent exercer leur profession en officine. Pour ceux qui souhaitent se spécialiser, par exemple en hôpital, il y a encore 4 années d'internat à réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me voir traiter un sujet de vente orale en particulier, faites-le moi savoir via les commentaires. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.decamat.fr.